Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quoi faire lorsque le maïs ensilage gèle. Le gel du maïs, en fin de compte, il y a deux facteurs qui influencent celui-ci, qui a des impacts, soit la température inférieure à zéro, est-ce qu'on parle entre 1 et 2 degrés Celsius, 0 à -2 ou plus de -2, et la durée d'exposition à cette température inférieure à 0 degrés Celsius. Qu'est-ce qui arrive entre 0 et 2 degrés Celsius? La plante est juste au ralenti, elle fonctionne, il n'y a aucun problème. Les tissus ne sont pas affectés, aucune mortalité, en fin de compte, cellulaire qui se produit sur le plant. Et la photosynthèse, le transfert de réserve de la plante vers les grains va pouvoir continuer lorsque la température va devenir idéale. Par contre, l'enjeu arrive lorsqu'on se retrouve une température légèrement en dessous de zéro pendant 1 à 2 heures. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les feuilles sont endommagées, mais pas la tige. On voit souvent peut-être les feuilles du dessus de la plante qui sont peu endommagées. La photosynthèse est complètement stoppée. Et par contre, on va voir un peu plus tard comment faire le diagnostic que ce sera toujours possible pour le plant de transférer de l'énergie ou des sources de nutriments de la tige vers le grain par la suite pour compléter la maturité de ce plant. Puis lorsque vraiment votre champ est mort complètement, c'est lorsque vous atteignez des températures en deçà de -2 durant simplement quelques minutes. Et ceci n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, ça ne nécessite pas plusieurs heures, c'est vraiment dès que vous descendez à bas de -2 pour quelques minutes, votre champ sera problématique. Ça, en fin de compte, ça va impliquer que le plantier va mourir et il n'y a plus aucun développement, en fin de compte, du grain, vu que les transferts énergétiques, les transferts de nutriments de la plante vers le grain est complètement stoppé. Et on va voir un peu tantôt dans la présentation, c'est quoi, comment faire un diagnostic pour évaluer l'état du plant et l'état de la situation, et aussi c'est quoi les démarches à suivre en termes de quoi faire quand le plant est complètement mort. Oui, il y a la température, oui, il y a le temps à la suite que la température, le nombre de la durée de la période de gelée au sol en tant que tel. Il y a d'autres facteurs qui affectent celui-ci. Un des facteurs importants qui diminue l'impact du gel, c'est le vent et la turbulence du vent. C'est-à-dire plus qu'il y a du vent, moins que les plants vont être affectés. Ça permet un mouvement de l'air. Il y a quand même de l'air plus chaud qui se trouve en plus haute altitude jusqu'à un certain point par rapport au gel au niveau du sol. C'est pour ça que quand on a vu ce printemps des vergers, tous les petits fruits demander l'aide en fin de compte d'hélicoptères pour brasser l'air et permettre des fois jusqu'à descendre, augmenter la température jusqu'à 4 degrés au sol. Autre facteur, plus la population, le végétal est dense, moins la densité sera forte parce que ça permet, on pourrait dire, isoler la base du plant. Il va y avoir aussi des enjeux par rapport au travail du sol et la gestion des résidus. Il a été constaté, je n'ai pas vu des recherches sur ce point-là, que lorsque le sol est nu, en fin de compte, qui est couleur sol, que ça permet? Ça permet une meilleure accumulation, en fin de compte, de la chaleur durant la journée. Et ça irradie durant la nuit, ce qui permet de légèrement augmenter la température. Mais on ne se cachera pas que des sols nus, ce n'est pas recommandé ou ce n'est plus recommandé pour tout autre dommage lié à la gestion de la matière organique du sol puis la santé du sol. Dernière, souvent, où il y a des problèmes, les terres noires, les terres basses, les bordures de champs sont souvent des terres qui sont beaucoup plus affectées par le gel. Comment diagnostiquer un gel sur le maïs? Il y a différentes choses à regarder. Premièrement, c'est surtout les feuilles du haut qui sont plus affectées par le froid. C'est les autres qui montrent les premiers signes de gelée. Les feuilles vont blanchir puis brunir, tandis que ça se peut qu'elles restent vertes, tout dépendant de l'état de la situation. Puis on va voir la façon qu'on peut couper la tige, en fin de compte, ou qui est la tâche de l'épi de maïs, et voir est-ce que l'épi est vraiment mort ou est encore en vie. Et voici quelques exemples où on peut voir que le dessus, en fin de compte, la population de maïs est affectée, tandis que la base du plant est encore vivant. Quand il est complètement gelé, ça devient comme de la paille, il y a une odeur un peu spéciale qui se développe. C'est surtout des phénomènes qu'on voit en bordure de champ et non au centre de ceux-ci. Et la chose à faire, c'est oui, vous voyez un gel, mais le moment où vous allez pouvoir voir est-ce qu'il y a eu des signes de gel, c'est vraiment 1 à 2 jours après le gel, mais il faut vraiment souvent attendre jusqu'à 5 à 7 jours pour être capable de voir l'étendue complète des dommages sur la culture. Ici, voici d'autres exemples, en fin de compte, de gel qui sont beaucoup plus prononcés que les photos précédentes. Et je vais vous montrer dans quelques photos comment on peut utiliser un couteau ici et couper à l'intérieur puis voir est-ce que le plant est encore en vie ou non. Autre chose importante, vous voyez en fin de compte ici que les feuilles sont gelées, mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est le manchon qui relie la tige, en fin de compte, qui est verte claire à l'épi pour voir est-ce que c'est encore un blanc qui a une couleur qu'on pourrait dire qui est crème et ferme. Et lorsqu'on voit encore une couleur crème, puis que
la texture semble ferme, ça implique que la plante va être capable encore d'amener, en fin de compte, des sucres de la tige vers les pieds. Et voici deux exemples. Un plant qui est endommagé, on voit que les tissus sont décolorés, commencent à avoir de la moisissure, tandis qu'un plant qui est encore sain, c'est couleur crème, c'est ferme et il y a peu ou moins de dommages. Ça, c'est une des choses à faire après quelques jours, une fois qu'il y a eu le gelé, pour valider, OK, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on laisse le plant croître ou il faut mettre en place une stratégie pour aller le récolter et réduire le plus possible les pertes? Et par la suite, en fonction quand a eu lieu le gel, à quel moment, est-ce qu'il y a encore de l'énergie transférée de la tige à l'épi ou encore le plant est complètement mort, il faut mettre en place des stratégies en fonction du taux d'humidité des plants. Un simple rappel des différents stades végétatifs qu'on retrouve dans le plan de maïs pour la suite de la discussion. En gros, il y a les stades qui sont dits végétatifs et les stades de reproduction qui vont de R1 jusqu'à R6 et c'est souvent vers les stades R5 denté où on va voir des exemples, la ligne de lait en fin de compte aux demi-ligne de lait ou trois quarts de ligne de lait ou encore vers 35 de matière sèche, que là, c'est le moment idéal pour récolter le plat. Et pour la simple et bonne raison, c'est que c'est à ce moment-là qu'on obtient le plus haut rendement en grains et le moment aussi idéal en termes de récolte pour la qualité de la fermentation et la digestibilité de l'amidon. Dans les graphiques qu'on voit ici, c'est des deux graphiques qui sont relativement similaires. On peut constater qu'en fonction du stade végétatif ou des degrés jours de croissance en anglais, on peut voir les différentes sections de la plante, l'importance des différentes sections de la plante par rapport au poids total de celui-ci. Puis on peut voir en vert, en fin de compte, c'est la tige et les feuilles. Là, on voit les feuilles, en fin de compte, ou encore l'épi. Et par la suite, plus on avance dans le stade de reproduction, plus on voit qu'il y a le grain représente la portion plus importante dans la masse totale. Puis c'est pour ça que lorsqu'il y a une gelée mortelle qui tue le plant et qu'on se retrouve à des stades en début de reproduction, dans ces régions-ci, la quantité de grains en tant que tel dans le maïs va être faible, ce qui va donner de l'ensilage de maïs qui va être peu nutritif. Ici, un simple exemple des nouveaux stades de remplissage du grain, soit du stade R1, R4, R5 jusqu'à R6. Souvent, on vise autour du R5 et entre R5 et R6. C'est à ce moment-là qu'on atteint le fameux 35 de matière sèche. Ça va être quoi l'impact sur la valeur nutritionnelle des aliments? Ici, c'est simplement, on voit le stade de développement du maïs pour différents stades, en fin de compte, qui va de R1 jusqu'à R6. Puis on voit, lorsqu'il y a 50 en lait ou 25 en lait qui reste, c'est vraiment 50 qu'on retrouve la production de lait au niveau supérieur, soit en livres à tonnes ou en livres à l'acre, pour optimiser la productivité. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est simplement pour démontrer c'est quoi la perte qu'il va avoir en termes d'ensilage aux différents stades en tant que tel de maturité. Lorsqu'on compare R6, ça veut dire 0. R.5 ou R.75, 50 en lait et 25 de la ligne de lait, on passe de 1 à 5 mais là, lorsqu'en fin de compte, on est encore au stade pâteau, au stade R4, on parle jusqu'à 30 de perte de rendement en termes d'ensilage. En termes de grains, on parle de 66 Puis tout ça va avoir des impacts sur la performance des animaux au final. Lorsqu'on regarde en termes de productivité, on a comparé différents stades, en fin de compte, du maïs en silage. Le début, en fin de compte, de la production du grain, un quart de la ligne d'amidon, deux tiers de la ligne d'amidon ou le point noir. On peut constater qu'on retrouve après la meilleure performance obtenue lorsqu'on se trouve à deux tiers de la ligne d'amidon. Là, on va passer à un tableau récapitulatif qui montre c'est quoi la différence entre un maïs en silage qui est normal et gelé dans les deux cas. En termes de rendement fourragé, un maïs en silage normal, le rendement va augmenter en termes de matière sèche de R1 jusqu'à R105 et atteindre un plateau en fin de compte à R5.5. Par contre, lorsque le maïs gèle, il y a des pertes de rendement selon le stade en fin de compte qu'on se retrouve. Puis ça peut aller jusqu'à 30 comme vous avez vu tantôt au stade pâteux. La production laitière, plus qu'on augmente dans une saison normale, en fin de compte, qu'on passe de R1 jusqu'à R6, la production laitière va augmenter. Par contre, lorsqu'il y a une gelée mortelle, la production laitière va diminuer, en fin de compte, dans l'étape. Quand on parle de l'humidité du plant, elle va baisser, en fin de compte, est au stade est à 85 d'humidité lorsqu'il est à R1 et descend jusqu'à 60 lorsqu'il est à la R6. Puis, on peut estimer une diminution entre 0,5 et 1 point de pourcentage par jour en termes de matière sèche.
Puis lorsque le plant est immature, en tant que tel, lorsqu'on est au stade R3, c'est beaucoup trop humide pour être ensilé, fait qu'on ne peut rien faire. Entre R4 et R5, on peut laisser baisser l'humidité, on va le voir plus en détail prochainement. Puis lorsqu'il est au stade R5.5, il faut vraiment se dépêcher, c'est une gelée mortelle, d'ensiler rapidement car l'humidité va baisser et ça va nuire aussi à la conservation. Lorsqu'on parle en termes d'amidon, l'amidon, en fin de compte, est toujours en hausse tout au cours du développement du plant de maïs, du stade de reproduction, jusqu'à atteindre environ 40 au stade 1,5. Puis on peut estimer entre 0,5 et 1 point, un pourcentage d'unités par jour qu'on va avoir en augmentation d'amidon dans le plant. Mais ça, à l'opposé, on va avoir une diminution des sucres solubles dans la plante, passant de 30 à R4 jusqu'à 10 à R6. Et ces sucres solubles-là amènent des enjeux aussi si vous soignez des ensilages de maïs qui sont immatures pour l'animal. Lorsque le grain est gelé, en fin de compte, le grain est moins riche en amidon, il y a beaucoup plus de sucre soluble dans la tige. Puis en fin de compte, il va y avoir aussi des pertes de sucre, des pertes de nutriments à la suite que les feuilles vont tomber au champ à cause du gel. Lorsqu'on parle de digestivité de l'amidon, plus que le plant devient mature en tant que tel dans une condition normale, plus que la digestivité de l'amidon va diminuer. Dans le cas du gelé mortel, vu que le plant est immature, l'amidon, il y a peu d'amidon fibreux qui est produit, la digestivité va être de loin meilleure. Pour ce qui est de la digestivité de la NDF, la digestivité max atteint à R1. Par la suite, il y a une diminution de la digestivité de la NDF jusqu'au stade R5. Dans le cas des feuilles qui sont gelées, en fin de compte, dans le terme qui est immature, il y a plus de fibres MDF. La digestivité entre les feuilles brunes et les feuilles vertes sont beaucoup moins digestives que lorsque la feuille est morte. Protéines brutes, à chaque fois qu'on augmente en stade reproductif, il va y avoir un effet de dilution, ce qui veut dire que la protéine brute va diminuer. Par contre, lorsqu'un maïs en silage est immature, la protéine va être de loin supérieure. Le lait par tonne baisse jusqu'à stade R3 et par la suite augmente au niveau, en fin de compte, jusqu'au stade R5, le stade de récolte. Et le lait par tonne, en fin de compte, de matière sèche est vraiment basse pour ce qui est de maïs immature. Et c'est les mêmes conclusions qui s'appliquent en termes de lait à l'acre. Quoi faire maintenant que vous dites, OK, là, le plant est gelé, vous avez fait votre diagnostic au champ, le plant est immature, il est à moins de 30 de matière sèche. Qu'est-ce que ça va entraîner? Tout ça, ça va entraîner des pertes de matière sèche, des pertes de valeur nutritionnelle. Ça va entraîner possiblement des problèmes de fermentation, ça va être mis en silo. Il va y avoir peut-être des fermentations clostridiales qui vont se produire, de l'acide butyrique, qui va être l'émission de CO2, la production de NH3. Fait que c'est toutes des conditions qui ne sont pas idéales pour les ensilages. Le pH va rester élevé à cause que ça va être difficile, la fermentation va mal se faire. Ça se peut qu'il y ait des problèmes d'acétonomie, vu qu'il va y avoir des sucres solubles qui sont rapidement digestibles et sont donnés à l'animal. Ça se peut qu'il y ait des odeurs rances et fétides. L'ingestion de matière sèche va diminuer. Ça va être peu appétant par l'animal et la qualité nutritionnelle va être assez médiocre relativement. Finalement, les productions laitières vont diminuer. Aussi, qu'est-ce qui peut arriver au champ, tout dépendant, c'est quoi, une fois que le plant devient à mourir, plus vous laissez le plant au champ, plus il y a des risques, il y a des développements de moisissure, ce qui veut dire le développement de mycotoxines qui va se produire. En fin de compte, où que ça peut se développer au niveau de la rafle, qui devient beaucoup plus spongieuse, ou encore, le gel provoque des microfissures dans le péricarpe du grain qui va permettre l'entrée de moisissure et le développement de ceux-ci. Il y a des moisissures qui vont se développer qui ne produisent pas de mycotoxines, mais il y a d'autres moisissures, il y a des moisissures qui vont se développer qui vont produire des mycotoxines, mais il y a certaines moisissures qui vont se développer qui n'en mettront pas. Mais au final, ça va donner des plants qui ressemblent à ça. Puis, sincèrement, je ne vous conseillerais pas de soigner ça à vos animaux. Je pense que vous allez perdre de l'argent pour l'alimenter, vous allez perdre de l'argent aussi pour le récolter. Vous êtes en crise, qu'est-ce qui se passe? Moins de 20 de matière sèche, c'est le pire stade pour gérer un gel hâtif. C'est très peu probable que le plant atteigne, en fin de compte, un 70 de matière sèche qui est nécessaire pour obtenir une bonne fermentation. Un 30 de matière sèche, 70 d'humidité. Et il y a des bonnes chances que tout ça pourrisse au champ. C'est avant que ça se fasse. Fait que l'idée là-dedans, c'est qu'on vise d'entreposer dans un silo horizontaux le plus rapidement possible. On peut servir l'ensilage directement aux animaux, mais il faut faire attention des vaches avec des faibles valeurs nutritionnelles. Mais il faut faire attention aux nitrates parce que les nitrates n'auront pas eu le temps d'être métabolisés lors de la fermentation. Mais ce n'est pas recommandé. Autre chose qui peut être fait, c'est d'ajouter de la matière sèche, soit du maïs grain, broyé, de l'orge, de la tuile de betterave pour servir d'absorbant et réduire la quantité d'humidité dans la biomasse ou dans le silo. En gros, c'est pour chaque 13,6 kg de matière sèche ajoutée par tonne d'ensilage,
l'humidité va baisser d'1%. Ce qui veut dire qu'il faut, si vous voulez passer de 20 à 30, il va falloir quand même une grande quantité de matière sèche, de poudre de betterave. Il va falloir rajouter la biomasse et par tonne, ce qui veut dire que c'est relativement des grandes quantités de silos. Là, maintenant, si on est à plus autour de 25 l'humidité est encore 25 de matière sèche ou 75 d'humidité, l'humidité est encore trop élevée pour enceler immédiatement. Il faudrait attendre que de faire diminuer l'humidité atteigne au moins 70 puis tout ça en fonction du type de structure que vous avez. Est-ce que c'est des silos taux, des silos meules ou des silos horizontaux? Mais je recommande quand même, encore à ce moment-là, des silos horizontaux. Puis il y a encore des risques qui n'atteignent jamais 30 de matière sèche après que le gel est fait. Puis je vous recommande de faire des tests de Costa pour voir qu'est-ce qui arrive pour éviter qu'il y ait des développements de moisissures qui se produisent. Puis on peut estimer en fin de compte une augmentation de la matière sèche, une diminution de l'humidité à peu près de 0,5 par jour, comme pour un maïs normal. Comme j'ai dit, surveiller l'apparition de moisissures. Il est toujours possible aussi dans ces conditions-là, quand tu as 25 de matière sèche, d'ajouter du contenu pour aider à le sécher. Par contre, il faut faire aussi au risque d'acidose parce qu'il y a vu qu'il reste encore beaucoup de sucre soluble à l'intérieur de la plante, il y a des risques d'acidose chez l'animal, ce qui va entraîner des pertes de production et avoir des enjeux. Alors, il faut vraiment en discuter avec votre nutritionniste, comment vous pouvez faire pour gérer ça. Vous pouvez augmenter la part en fibres dans la ration pour s'assurer de stimuler la mastication de la vache et la production de bicarbonate et de salive. Et aussi, ça se peut être hacher plus grossièrement la fibre du plant de maïs parce que si vous hachez trop finement et en plus que vous faites vous écrasez le grain avec votre fourragère, ça va créer plus de la boîte. Fait qu'à ce moment-là, il faut viser les 3/4 à 1 pouce de longueur, éviter d'utiliser les rouleaux craqueurs pour assurer d'éviter la perte le plus possible, le moins de perte de nutriments. Lorsque vous êtes à 30 vous êtes en bon range, ce n'est pas mieux que vous pouvez faire, mais c'est déjà, vous n'êtes pas loin en fin de compte de 35 à 38 de matière sèche. Fait que si on se dit qu'il y a une augmentation de la matière sèche de 0,5 par jour, vous êtes à 30, ça veut dire dans 10 à 12 jours, ça devrait être idéal. Mais encore là, il faut regarder si c'est des problèmes de moisissure qui se développent au champ pour éviter de perdre du contenu. Et juste faire attention, des fois, ça va s'accélérer plus que le plant va se dessécher. Puis dès que possible, dès que vous attendez le moment idéal, il faut aller enceler le plus possible. Mais faire attention, des fois, les tiges, oui, sont secs, les feuilles sont secs, mais la tige reste quand même humide et la même chose pour les pieds. À ce moment-là, c'est vraiment le meilleur stade où que le gel va avoir des impacts très limités et faire attention aux moisissures. Autre chose très intéressante, c'est d'utiliser un inoculant en mélange homofermentaire et hétérofermentaire pour stimuler le développement de bactéries lactiques et s'assurer que ce soit eux qui prennent possession de la fermentation et assurer d'avoir des pH idéaux pour la conservation du maïs. Cela étant dit, voici les différents conseils pour s'assurer de réduire les risques. Premièrement, c'est choisir des hybrides de maïs qui correspondent à votre zone UTM. Tout dépendant des conseils, c'est important d'avoir pas juste une variété de cultivar de maïs avec la même UTM, mais des cultivars de maïs qui peuvent être plus hâtifs, puis des cultivars qui respectent les UTM. Comme ça, vous avez une fenêtre de récolte pour vous aider à faire la récolte. Et aussi, s'il y a des problèmes de gelée hâtifs au printemps, à l'automne, je veux dire, ça va vous permettre de sauver la partie. Faire attention au bas-fond, les régions loin du fleuve. Comme j'ai dit, choisir les bons hybrides, mais c'est pour s'assurer d'avoir un compromis entre l'hybride, en fait, contre la maturité de l'hybride, le potentiel de rendement, puis aussi les risques que vous encourez s'il y a des gelées mortelles. Surtout, en plus, si vous prenez des variétés de maïs que vous dites « Ah, ça a fonctionné l'année passée, j'étais à 3000 UTM, mais là, je vais prendre un 3200, je donne un exemple. » Vous jouez avec le feu au cas où il y a une gelée au printemps, puis ça se peut que ça vous pète dans la face s'il y a une gelée hâtive au printemps. À l'automne, excusez-moi. Savoir aussi connaître c'est quoi la maturité réelle des hybrides. Qu'est-ce qui est important de savoir, tout dépendant si vous choisissez un maïs à 2 fins, un maïs feuillu ou un maïs BMR. Les maïs 2 fins sont reconnus des fois pour avoir une courbe de séchage beaucoup plus rapide que les maïs feuillus ou encore BMR. S'assurer d'avoir un semé tôt le plus possible tout en respectant les températures du sol et éviter les autres risques de gel au printemps, et s'assurer d'avoir une semis uniforme tout au long de la saison lors du semis et aussi de garder cette uniformité tout au long de la saison pour s'assurer que les plants de maïs arrivent à maturité en même temps dans le champ. Il faut se rappeler que la fertilisation et le taux de semis ne sont pas vraiment des facteurs influents qui vont affecter la maturité du maïs. Fait que vraiment, les périodes critiques, c'est vraiment au printemps lors du semis
les périodes de pollinisation aussi qui vont affecter aussi les rendements plus au mois de juillet, fin juillet à août, et par la suite, le choix des UTM que vous avez choisi dans vos plans.